Bonjour Karina, je m'appelle Aziz Ndiaye, donc je suis fondateur dirigeant de Anep Company depuis donc 2016. On est spécialisé dans l'exportation de fruits exotiques, donc origine Afrique de l'Ouest vers les marchés internationaux, principalement le marché européen dans lequel on a une belle présence, que ça soit en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en France, la Pologne et aussi la Suisse. Donc aujourd'hui, comme produit phare, nous exportons donc la mangue, également les noix de coco, l'ananas, sous différentes origines comme le Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Bénin. D'accord. Alors pour toi, quels sont les avantages, de faire de l'export des fruits exotiques? Alors, les avantages, je peux en citer plusieurs, mais pour rester sur les plus gros points, on va dire déjà au niveau macroéconomique pour tout pays, je pense qu'il est nécessaire d'exporter pour équilibrer, on va dire, la balance commerciale, parce que c'est vrai que la plupart des pays africains ont tendance à importer ce qu'ils consomment, alors que nous avons quasiment tout pour être autosuffisants. D'où l'importance d'exporter pour rééquilibrer la balance commerciale de chaque pays, chaque État. Aujourd'hui, la rentrée des devises est vraiment très important pour l'économie d'un pays. Donc ça, on peut le souligner comme premier avantage. Également, ça permet d'écouler la production des producteurs, puisque le producteur lambda, en général, a qu'un seul canal de vente, qui est donc la vente locale. Donc, la solution de l'exportation est donc un avantage pour tout producteur locaux, puisque ça permet d'apporter une valeur ajoutée sur le produit en termes de prix, c'est-à-dire que vendre à l'extérieur est forcément beaucoup plus cher que de vendre du point de vue local, et ça permet d'écouler sa production de manière plus importante, puisque les exportations se font en général en grande quantité. Euh, D'accord. l'autre, l'autre avantage qu'on peut souligner aussi, c'est de valoriser nos produits à l'international, puisque en général, si en tout cas on reste sur l'Afrique, les produits africains, que ce soit les fruits ou légumes exotiques, ils sont de plus en plus prisés par le marché international. Donc aujourd'hui, les produits africains, se vendent à des prix excessifs en Europe ou dans d'autres pays internationaux. Aujourd'hui, le consommateur européen a tendance de voyager de plus en plus. On est dans une ère où, avec les réseaux sociaux, on découvre des fruits via les médias. Le consommateur voyage aussi de plus en plus loin. Donc, il découvre de nouveaux fruits, de nouvelles saveurs. Donc, ce qui fait qu'ils ont ces besoins-là de les retrouver chez eux. Donc, c'est quelque part aussi être ambassadeur de son pays à travers les fruits qu'on exporte, qu'on leur présente. Donc, c'est un avantage considérable aussi à ce niveau-là. D'accord. Alors quand tu dis effectivement rééquilibrer la balance, économique, finalement, c'est, dans le sens où, il y a quand même, énormément en fait effectivement d'importations et toi qui es dans le domaine finalement, l'exportation, heu, comment tu la juges finalement? Elle est poussive, hein. On est dans une croissance, dans une bonne croissance. Les tendances sont bonnes, les feux sont verts. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, non seulement le marché européen, mais aussi le marché, je parlerai plus des marchés russes qui commencent à s'ouvrir pour l'Afrique. On parle des pays scandinaves aussi, tels que la Suède, Norvège, Danemark aussi, qui commencent à s'intéresser de plus en plus. Donc, les tendances sont bonnes, en bonne croissance. Du point de vue producteur aussi, on est en train d'ouvrir les portes, on va dire, avec des accords bilatéraux qui se mettent en place entre les pays, avec les accords de libre-échange entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord aussi. Donc, on va dire que les conditions sont assez favorables pour l'exportation des produits.
On a de plus en plus de lignes aussi maritimes ou aériennes, donc ce qui offre plus de possibilités, d'écouler nos produits africains vers les marchés internationaux. D'accord et finalement, au niveau des producteurs, c'est facile, finalement, de les aborder? Est-ce qu'ils sont ouverts, à faire de l'exportation? Après, cela nécessite, surtout de la formation. On sait que les producteurs chez nous en Afrique, les paysans, ils sont issus des villages, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas tous les outils nécessaires pour entrer en contact directement avec les importateurs. Même pour les importateurs qui veulent travailler directement avec des producteurs, ce n'est pas si évident que cela. Aller dans le pays, rencontrer directement les paysans, des fois, il y a des barrières au niveau de la langue, au niveau aussi de la communication. Ce n'est pas parce qu'on parle tous, français, par exemple, que la communication sera forcément facile, puisqu'il y a une différence au niveau des cultures, puisque la communication n'est pas seulement verbale. Donc, il y a tous ces aspects à mettre en compte. Il y a des difficultés à ce niveau-là, au niveau des contacts entre exportateurs, producteurs et importateurs. Hem, je peux prendre le cas d'un producteur qui souhaite exporter. De quelle manière il peut faire? C'est par prospection, soit téléphonique ou mailing, mais est-ce qu'il a les outils nécessaires pour pouvoir appeler? Parce que pour appeler à l'international, c'est assez coûteux depuis l'Afrique, tu le sais. Donc, là, ça peut être déjà un frein pour essayer de rentrer en contact, avec, des potentiels acheteurs, par exemple. D'accord, donc finalement, c'est, vraiment, nécessaire d'avoir des exportateurs qui, finalement font, le pont entre, ces 2 hémisphères. Complètement, complètement. On a ce rôle à jouer. On est un peu, on va dire, ce rôle hybride où on a déjà une connaissance des potentiels acheteurs, on a intégré quelque part leur culture, mais à la fois, on a aussi cette culture africaine qui permet d'avoir un contact facile avec les producteurs, de comprendre leurs besoins, de mettre à disposition leurs produits auprès de ces importateurs. Et évidemment, il faut être aussi à l'écoute de ces importateurs-là pour, comprendre, leurs exigences à travers les cahiers des charges donc qu'ils vont nous confier et travailler dessus avec le producteur pour essayer d'interpréter de quelle manière souhaiterait recevoir, la production, l'importateur. D'accord. Alors une personne finalement qui souhaite, devenir, exportateur, avec quel investissement de départ tu penses qu'il peut se lancer? Alors, l'investissement de départ, moi, je dis toujours le premier investissement à faire, c'est déjà sur la personne elle-même. Il faut se former déjà dans un premier temps, c'est très important, quel que soit le secteur d'activité, hein. Là, on parle d'agrobusiness, d'import-export, mais quel que soit le secteur dans lequel on souhaite se lancer, il faut se former le plus possible, que ça soit à travers les réseaux sociaux. Maintenant, on a tellement de possibilités de s'auto-former, qu'il n'y a pas d'excuses à ce niveau-là. Donc, mais si on parle, d'investissement pécunier, on peut commencer vraiment tout petit pour l'exportation. On peut commencer avec une exportation de 500 kilos, quel que soit le produit, que ça soit de l'ananas, de la mangue, du piment, du gombo, hem, quoi qu'on puisse, penser en termes de fruits et légumes, on peut partir sur une base de 500 kilos et 500 kilos, ça représente, en moyenne, hein, je reste sur des moyennes, 600 à 700 € la valeur du produit. Après, peut-être, faut tenir compte aussi du coût du transport. Dans le cas où l'importateur ne souhaite pas prendre en charge le transport, ça peut arriver. Hem, Là, il faut rajouter à peu près, on va dire 1000 à 1 300 € et ces coûts-là ne comprennent pas les frais de la création, de société qui voilà, qui est à définir selon le pays d'origine. Chaque pays a ses différentes spécificités à ce niveau-là. D'accord. Donc finalement, une première exportation avec, donc là 500 kilos, une palette, on est bien d'accord que tu le chiffres finalement à 1 300 € au total? Tout à fait. 1 Mmh. 300 €, on peut très bien démarrer, sur une première petite commande, pour satisfaire le client dans un premier temps et ensuite,
augmenter de volume en volume selon le fonds de roulement et la capacité financière de la personne. D'accord. Alors finalement, donc là, tu nous parles de formation. Quelles compétences, tu penses qu'il faut, pour pouvoir se lancer justement dans ce domaine? Bah, déjà, je pense, c'est le mindset le plus important. C'est Mmh. c'est d'avoir la volonté, de se lancer, d'avoir le goût du risque. Donc c'est déjà une question de personnalité parce que l'entrepreneuriat n'est pas destiné à tout le monde non plus. C'est quelque chose qui doit venir de soi-même, au fait, c'est, avoir la fibre commerciale, avoir la fibre du négociateur. Donc, tous ces paramètres-là ce sont des outils, c'est un acquis au fait qu'on devrait avoir, pour se lancer dans cette activité-là. Ça demande aussi un sens de sacrifice parce que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement, comme un métier de salariat où c'est du 9h-17, donc il n'y a pas d'heure, donc il faut être disponible à tout moment non seulement pour le client, mais aussi pour le fournisseur. Il faut aussi intégrer, le décalage horaire parce que forcément, ils ne sont pas du même pays et tu es obligé d'être disponible pour les 2 et même le transitaire, donc différentes parties prenantes. Donc ce qui fait que ça demande un engagement total. Ça, c'est le premier point. En termes de connaissances, je dirais plutôt de se former sur, le transport, la logistique, les techniques de négociation, sur, les certifications à mettre en place. Quelles sont ces certifications-là? L'utilité de ces certifications? Comment créer la société? De quelle manière? Sous quel régime? Quel statut? Avec quelle nature de l'entreprise? Donc tous ces éléments hem, sont donc des compétences à savoir, à maîtriser. Donc sans cela, c'est très difficile de se lancer comme ça directement sans acquis. D'accord. Alors par contre, on a parlé effectivement de l'investissement de départ, mais Mmh. finalement, une personne qui se lance donc, par rapport, à un exemple, on va prendre par exemple pour, la mangue, ou le piment, combien finalement cette, opération-là, ce 1er renvoi finalement peut nous rapporter? Alors, si on parle sur les 500 kilogrammes, que j'ai pu citer précédemment, sur 500 kilogrammes, on passe à 70 centimes à 1,10 € de marge. On dit au kilo. Donc, ça représente, entre, 400-500-550 € de bénéfice, au kilo. 400-500 € par expédition de 500 kilogrammes. Après, à toi de faire les calculs, si tu pars sur 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, voilà. À savoir qu'un client, en moyenne, commande, si on reste sur la mangue, un client satisfait, on parle d'expédition aérienne, hein, on parle pas de maritime, il passe de 3 à 5 tonnes par semaine. Donc ce qui représente entre 3 000 à 5 000 € hebdomadaires de bénéfices. À D'accord. partir de là, ça devient assez intéressant. Donc, plus on investit, plus on gagne, on est rentable. Après, quand je donne une marge de 70 centimes à 1,10 € de bénéfice, il faut tenir en compte de de la technique de négociation que tu vas mettre en place, ta manière de négocier, à qui tu as affaire en face. Est-ce que c'est un importateur qui a déjà, des contacts en Afrique et à ce moment-là, il souhaiterait avoir une offre de ta part? Là, il faut réduire les marges. Donc il faut ajuster les marges en fonction de qui on a en face. Donc, c'est pour ça que je donne une marge, pas fixe, mais une tendance de prix selon vraiment, la force de négociation que la personne peut avoir, qu'elle peut mener face à son potentiel acheteur. Sur, les étals des marchés, on voit souvent, par exemple, pour reprendre l'exemple de la mangue, des mangues qui sont originaires, souvent d'Amérique du Sud, du Brésil et cetera. Comment, tes clients finalement, eux, ont vécu finalement le changement, d'origine? Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique, pour eux? Est-ce que finalement ça change quelque chose, la provenance, des fruits? Alors, en effet, la provenance des fruits change quelque chose pour l'importateur, mais ce n'est pas un paramètre, qui
qui est maîtrisée parce que c'est la nature et ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique du Sud, on a tendance à se comparer avec l'Amérique du Sud, mais ils ne sont pas en soi, on va dire, totalement des concurrents, puisque leur saisonnalité et la nôtre, sont complémentaires, au fait. Si on prend le cas de la mangue, la saisonnalité de la mangue Amérique du Sud s'étend du mois de on partirait du septembre jusqu'au mois d'avril, de mars-avril et c'est à partir de là que les fenêtres s'ouvrent pour l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la mangue du Burkina Faso, Côte d'Ivoire démarre, ensuite vient le Mali, le Sénégal pour finir. Donc ce qui fait que c'est assez complémentaire et c'est une période où il n'y a pas donc de fruits, origine Amérique du Sud. Après maintenant avec ce changement climatique, il y a des fois des perturbations qui un peu nous joue des tours et qui fait que sur le marché, c'est un peu perturbé. Mais en soi, ça n'a aucun impact. Après, ça, c'est sur la mangue. Maintenant, si on parle sur d'autres produits, effectivement, les fruits et légumes originaires de l'Amérique du Sud ont tendance à avoir une distance plus longue pour arriver dans le marché européen, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique de l'Ouest. Et si on part sur la comparaison des prix, bizarrement, ils sont plus intéressants en termes de prix que nos produits. Cela est dû au coût des frais, donc qui sont plus élevés chez nous que chez eux. Et pourtant, notre transit time, il est bien plus court que l'Amérique du Sud. Et c'est à cause, on va dire, des compagnies qui travaillent chez nous. Ce sont des compagnies étrangères la plupart françaises, donc qui imposent un peu leur prix. Donc en termes de marge, on est un peu limité, alors que si on prend le cas de l'Amérique du Sud, les, les tarifs, les taux, en tout cas des frais maritimes et aériens aussi, sont mieux négociés parce qu'il y a aussi une participation de l'État, il y a une volonté politique, donc ce qui n'est pas totalement le même cas chez nous. Donc ce qui fait que il y a peut-être une compétitivité sur les produits tels que l'ananas, par exemple. On voit l'ananas sud-américain beaucoup plus présent que l'Afrique de l'Ouest parce que si le cas de l'ananas, c'est un produit disponible tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas pour la mangue, qui fait que l'opportunité est plus intéressante pour les Africains. Donc, c'est quelque chose qui doit changer. Après, en termes de goût, en termes de produits, nos produits sont meilleurs. C'est justifié par les importateurs avec ce qu'on appelle les réfractomètres pour mesurer le taux du sucre. On a un taux de sucre plus élevé sur nos fruits. Nos saveurs sont plus intenses. Donc voilà, même tu feras l'expérience si tu fais des achats de produits sud-américains, tu les compares avec des produits ouest-africains ou africains globalement tu verras que le goût est totalement différent. Et autre chose, il faut savoir que les produits sud-américains, en général, sont remplis de pesticides, donc ce qui n'est pas totalement le même cas chez nous, où nos terres sont assez fertiles et la plupart de nos productions sont naturelles. Donc, on peut même dire bio si, s'ils sont certifiés, en tout cas. Et ça aussi, c'est un avantage qu'on peut mettre en avant auprès des importateurs. D'accord. Donc finalement, l'argumentaire, pour, avoir un client finalement qui se fournit, en Amérique du Sud, finalement, il est dans le sens où, la saisonnalité n'est pas la même effectivement. Donc finalement, il peut très bien se fournir en Amérique du Sud et sur une autre partie du temps effectivement, avec des fruits qui viennent d'Afrique. Totalement, c'est assez complémentaire. La seule différence, on peut dire aussi, c'est qu'ils sont mieux organisés aussi. Les producteurs, sont très bien organisés. Ils ont aussi une culture, avancée à ce niveau-là, une culture de travail très avancée, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays, africains. Dans certains pays africains, malheureusement, l'agriculture est considérée comme un sous-métier. Il est quand même délaissé, ce qui est une grave erreur, soit politique ou culturelle. Donc, c'est quelque chose qu'on doit remettre en place très rapidement parce que l'Afrique peut complètement nourrir la planète. D'accord. Et par rapport à ton travail finalement, tu as noué, des partenariats
sur place, effectivement, sur, les différents pays où tu travailles. Comment tu peux, décrire finalement ces partenariats? Alors, c'est mes partenariats avec mes différents clients, comme je leur dis toujours, hein, je ne recherche pas un partenariat où c'est juste une relation d'achat-vente. Je suis en quête de partenariat long terme dans un premier temps et que chacun trouve son compte et qu'on essaye d'évoluer ensemble, que ça soit dans dans l'exportation des produits, c'est-à-dire au niveau de la qualité du produit, tout ce qui a amélioré, qu'ils n'hésitent pas à nous appuyer, techniquement à travers des cahiers des charges, à travers des exemples ou des études de cas que nous, on peut expérimenter, de nous orienter aussi sur les tendances, des produits, qui pourraient être assez intéressants à court moyen terme. Là, je pense par exemple à la papaye qui devient un produit de plus en plus demandé pour le marché international, le citron vert aussi. Donc, on recherche aussi un partenariat lié aux projets sociaux que nous menons, nous, en Afrique. Donc, il y a des clients qui sont sensibles à ça et c'est assez, c'est de plus en plus, tendance et les clients recherchent des projets sociaux en Afrique pour aider les producteurs, pour se sensibiliser et développer, on va dire un écosystème au sein des villages de production. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche comme type de partenariat. On travaille dessus et on essaye aussi de les faire découvrir notre continent parce qu'on a constaté que beaucoup de nos importateurs, hem, on va dire, représente l'Afrique comme un seul pays, comme une seule culture, alors que ce n'est pas du tout le cas et on les invite à mieux connaître aussi notre environnement, ce qui doit être, important aussi auprès des consommateurs finaux quand ils achètent nos produits dans les supermarchés, qu'on puisse mettre en avant davantage les origines parce que la plupart des acheteurs, ne se rendent pas compte d'où ça vient les produits. En général, ils achètent, et ils restent fixés que sur le prix et pas plus loin. Donc, il est important aussi de mettre en avant les producteurs, comment c'est travaillé, combien de temps ça prend une femme, pour faire, un carton de mangue. C'est quand même, important à savoir pour le consommateur final et d'essayer de communiquer mieux là-dessus. Tu nous parles de centre de conditionnement. Est-ce que tu pourrais nous décrire le parcours d'une mangue, même brièvement, du champ jusqu'au bateau? Très bien. Bah, à partir du champ, donc on envoie une équipe qu'on appelle les coupeurs. Ou même, les pisteurs aussi, on les appelle les pisteurs, qui vont aller identifier dans ce champ, dans ces vergers, les fruits qui ont, les exigences de l'exportation, c'est-à-dire la mangue doit être ferme, avec une certaine coloration, avec peut-être aussi des calibres à respecter selon la demande du client. À partir de ce moment-là, les fruits sont coupés. Donc une fois qu'elles sont coupées, elles sont du coup conditionnés dans ce qu'on appelle des caisses, les cajots, on les appelle aussi les cajots, qui sont par la suite transportés dans le centre de conditionnement ou station, on appelle ça aussi station de conditionnement, dans laquelle la station sont installées les femmes pour recevoir donc ces fruits qui seront donc nettoyés dans un premier temps, ensuite triés selon les besoins donc du client pour être conditionnés palettisé par la suite par une autre équipe qui va ensuite le stocker en chambre froide si c'est pour des expéditions maritimes. Si c'est dans le cas d'une expédition aérienne, les palettes seront directement acheminées à l'aéroport pour être, chargées, dans l'avion qui sera réservé pour partir chez le client. Donc, c'est un peu ça pour résumer le process. Il faut savoir que les expéditions se font de manière hebdomadaire chez les clients. Quand c'est sous forme de programme, ce qu'on appelle un programme, c'est un contrat continu dans lequel les expéditions se font vraiment de manière continue durant toute la campagne, toute la saison. Donc, sinon, si c'est des commandes ponctuelles, c'est sur cette commande que s'arrêtera l'opération. Et après réception du colis chez le client, il va donc contrôler la qualité pour ensuite, valider la commande et soit renouveler la commande ou, passer à autre chose, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui est en libre accès? Une personne qui souhaite se lancer n'a pas besoin de construire un centre de conditionnement et donc de faire des investissements colossaux?
Il nous n'a en pas dire? besoin, c'est vrai que beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans l'exportation pensent qu'il faut avoir ses propres vergers, qu'il faut, cueillir forcément, ses propres fruits. Alors que pas forcément, les coopératives sont là, les centres de conditionnement, on n'a pas besoin de bâtir un centre de conditionnement, qui te sera propre. Tu peux, travailler, dans un centre de conditionnement, ce qu'on appelle les prestations par prestation. Ça veut dire que tu souhaites faire tel nombre de quantités et tu es facturé au kilo, de mangue, conditionnée, ça se fait. Des certifications, tu n'as pas besoin aussi de financer des certifications. Tu peux très bien travailler avec la certification du producteur et donc pour l'exportation aussi auprès des transitaires, il suffit d'avoir bien sûr ta propre structure pour exporter et même si ce n'est pas le cas, il y a une possibilité de travailler avec la société du producteur qui va s'occuper du conditionnement pour exporter à ta place. D'accord. Qu'est-ce que tu peux, conseiller à quelqu'un qui souhaite se lancer, de quoi il a besoin finalement? Comme je disais, hein, de sa motivation, de Mmh. son investissement, personnel, de son mindset tout simplement, mais il n'y a pas de barrière d'entrée pour se lancer dans l'exportation. On peut très bien le faire sans y être sur place, sur le terrain, parce que beaucoup aussi considèrent qu'il faut être sur le terrain pour contrôler la qualité, alors qu'au début, quand on te présente, une mangue de qualité et qui n'est pas de qualité pour, l'exportation, tu ne sauras pas la différence. Donc au final, être sur le terrain, ça ne va pas servir à grand chose et même s'il y a un déplacement à faire, mieux vaut le faire du côté du client que du fournisseur. Parce que l'idée chez les producteurs, c'est, à travers ma formation, par exemple, je te mets à disposition une base de données de tous les producteurs certifiés. Donc ce qui fait qu'ils te garantissent un certain standard de qualité. Donc, ce qui fait que tu n'as pas nécessairement besoin de te déplacer. Moi, pour ma part, je travaille avec des fournisseurs que je n'ai jamais vus physiquement. Je travaille depuis des pays, ouest africains où je n'ai jamais mis pied. Donc, et ça marche et pourtant j'arrive à livrer chez des clients que je n'ai jamais vus également. Donc, à partir d'un ordinateur, d'un téléphone, on peut très bien se lancer. Il n'y a pas de barrière d'entrée. Quand j'ai commencé ça, j'ai fait aucune formation. Il n'y avait pas de formation à mon époque sur l'import-export, de fruits exotiques. J'ai fait certes des erreurs, pendant mon activité, j'ai perdu de l'argent, j'ai appris de cette manière-là, mais avec une formation, je pense, c'est plus prudent parce que tout le monde n'a pas aussi cette marge d'erreur, pour travailler avec, on va dire hem, apprendre à travers des erreurs, tout le monde n'a pas aussi cette capacité. Donc il faut considérer ça. Et sinon se lancer, hein, tout simplement. Avoir ce goût de risque, se lancer, ne pas avoir peur et y aller, quoi. Parce que c'est un appel, je dirais même que c'est un devoir quelque part pour nous Africains, puisque les fruits pourrissent entre les mains, des producteurs. Donc on est dans un état d'urgence à ce niveau-là. Ça ne devrait pas pourrir, alors que ces fruits, ces mêmes fruits, on les achète à 3 € en Europe la pièce de mangue. On achète à 2 € l'ananas. Donc c'est cher dans un pays et ça ne vaut rien, limite même, ça nous coûte cher, au pays. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est de l'écouler et nous, on a ce rôle à jouer. On a le profil idéal aussi d'être entre les 2 pays et de pouvoir valoriser nos produits qui sont de chez nous. Donc quelque part, on apporte quelque chose à notre communauté et en plus, on rend service à l'acheteur, à l'importateur. Donc, moi, je pense que c'est un métier formidable pour les gens comme nous. On a le profil en plus, il reste juste qu'à se lancer, quoi. D'accord. Donc, pour récapituler, le mieux, c'est de se lancer en étant formé pour éviter les erreurs et de perdre de l'argent. Finalement, on peut très bien travailler à distance depuis notre lieu d'habitation, peu importe où nous habitons, et profiter donc de ton réseau de producteurs, de fournisseurs, de centres de conditionnement pour pouvoir travailler finalement à distance sans problème. C'est bien ce que tu nous dis. C'est tout à fait ça, c'est très important, la partie producteur certifié. Parce que la plupart qui se lancent en général, c'est parce que, on leur dit que alors il y a les proches, le cousin il a un verger là de 5 hectares, tes parents ils ont peut-être 10, 15 hectares par là, qui n'est pas exploité, des vergers de mangue et cetera
et ça, c'est la première erreur à faire parce qu'on se dit: «OK, on a un acquis, on a des vergers, donc on va se lancer à partir de ces vergers». Pour en tout cas, je parle toujours de l'exportation. Là, c'est une erreur parce que quand on part de ces bases-là, tu ne sais pas si ces vergers ont été bien traités pour que ça donne des fruits, qui répondent aux qualités export. Est-ce que ces vergers sont certifiés? La plupart, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est, on a un historique de ce verger-là? Est-ce qu'il y a eu des produits qui ont été, mis dans ces vergers? Donc, il y a tous ces paramètres à identifier avant de parler export. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de se, projeter avec des producteurs certifiés dans un premier temps, de voir comment ça se passe, d'apprendre même derrière ce producteur certifié, puisque tu vas passer commande avec ce producteur, tu seras en contact en permanence avec ce producteur, donc ne pas hésiter de demander le maximum de questions possibles et ensuite voler de ses propres ailes à partir de ses propres vergers. Comme ça, on sait à partir de quel, pied danser et sur quelle base on peut partir, de quelle manière on peut mettre en place nos vergers certifiés. D'accord. Donc oui, effectivement, on peut profiter, de l'expérience de ces producteurs qui, finalement, ont une expérience, qui est, inestimable, finalement. Clairement, tout à fait. Et quelles sont les perspectives d'avenir en tant qu'exportateur? Alors, les perspectives sont grandes. On a une grande marge parce qu'on parle beaucoup d'exportation de produits frais, mais il y a également les produits, agro-transformés. Je pense au beurre de karité, je pense aux noix de cajou décortiquées. Bien sûr, je précise décortiquées parce qu'on exporte beaucoup de brut alors que nous pouvons le valoriser. Nous avons la capacité, les machines ne sont pas chères. Donc, ça commence à se faire en Afrique, mais nous devons, améliorer davantage, le volume et mieux être présents sur le marché parce que la plupart, des produits, des noix de cajou qu'on trouve sur le marché européen, on voit que c'est origine Vietnam, origine Asie en règle générale, mais le produit brut vient de l'Afrique, donc c'est un commerce triangulaire qui se fait et nous devons arrêter ça et vendre directement aux Européens sans passer par les Asiatiques. Beurre de karité, donc noix de cajou, mangue séchée, les purées de mangue, les jus d'ananas. Donc il faut aussi valoriser davantage les produits. C'est vrai que je l'ai dit au début, valoriser en termes de prix, mais aussi en termes de produits, c'est très important. Même pour la conservation de ces produits-là, c'est moins périssable que de la mangue fraîche, par exemple, ou de l'ananas frais. Donc il y a vraiment une belle perspective, qui s'annonce, dans l'exportation. On peut parler aussi des produits comme l'huile de coco qui sont non seulement destinés à l'agroalimentaire, mais aussi pour le cosmétique qui est de plus en plus prisé et avec ces produits-là qui se conservent bien, ça nous donne des ouvertures sur d'autres marchés qui n'est pas seulement européen. Ça peut être, américain, ça peut être le Moyen-Orient, même le nord de l'Afrique, le Maroc qui est un marché assez intéressant. Donc, tous ces produits, le moringa, le poudre de baobab, donc je donne des idées comme ça, mais il y en a plusieurs. On a beaucoup de richesses en Afrique que nous pouvons valoriser. L'hibiscus qui est aujourd'hui, presque approprié par, par les Européens, donc qu'on peut mieux valoriser. Donc voilà un peu, les grandes lignes, en tout cas pour te donner une idée de tout ce que nous avons à faire. Donc il y a du travail, chacun a son rôle à jouer et vraiment, je vous invite à vous lancer dans la filière que moi-même que je fais. Donc, c'est comme si je créais quelque part des concurrents, mais j'ai tellement, espoir au marché et je sais comment le marché est grand qu'il y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde et on peut vraiment, devenir, les leaders en exportation. Quand je parle on, c'est l'Afrique, globalement. C'est vraiment super. D'ailleurs, tu as déjà formé, des élèves. Que peux-tu nous dire de leur parcours? D'ailleurs, tu restes en lien avec tes anciens élèves, il me semble? Oui, clairement, j'ai créé une, communauté, via un groupe WhatsApp. Donc c'est une communauté dans laquelle, j'ai accompagné à ce jour une cinquantaine de personnes, qui sont actifs ou non, hein, dans l'entrepreneuriat, agro-business.
La plupart que j'ai formés, beaucoup ont commencé. D'ailleurs, certains ont réalisé des très belles commandes, travaillent déjà, ce qui est vraiment très encourageant. Ça montre que le marché est là, encore une fois, que la demande est là et que, et que aussi tout le monde peut se lancer parce que toutes les personnes que j'ai formées n'ont aucun background, au niveau agrobusiness, et puis je forme vraiment toutes les nationalités. Voilà, un Malien que j'ai formé dernièrement qui a pu réaliser des commandes, depuis la Côte d'Ivoire de plusieurs conteneurs vers le marché européen sans jamais y mettre les pieds, par exemple. C'est un exemple, voilà, formidable. Donc non seulement j'accompagne, les les personnes, les particuliers, mais aussi les professionnels. Donc, j'ai aussi des contrats de consultance avec des organisations internationales pour accompagner des entreprises africaines à mieux développer leur structure d'exportation, les mettre en relation avec des potentiels acheteurs, leur donner des outils également, des techniques de négociation, de prospection, voilà. Donc, à ce niveau, les résultats sont assez positifs, donc je suis vraiment satisfait et j'encourage vraiment, que ça soit avec ou sans ma formation même, j'encourage les personnes à se lancer dans ce métier qui est très noble. Il y a que du positif. Tu aides la communauté, c'est rentable et à la fois, tu es dans ton environnement dans lequel tu souhaites être, donc voilà. Je regrette juste d'avoir pas commencé plus tôt, comme j'ai tendance à le dire. D'ailleurs, pour tes anciens élèves, est-ce qu'ils ont trouvé des clients assez rapidement? Après, il y a eu plusieurs profils, hein. J'ai formé des personnes qui, le dernier d'ailleurs, il a lancé sa société que j'ai formé, c'était en novembre, il me semble. Il a créé sa société en janvier et il a fait ses premières exportations, il y a quelques semaines, par exemple. Pour te donner un timing, il a été très rapide, je trouve, plus rapide que moi-même. Quand j'ai commencé, ça m'a pris quelques mois pour faire mes premières commandes. Et il a été plus rapide, il a fait plusieurs conteneurs, il est très satisfait et 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 voilà, en après chaque container, profil est différent, hein. Moi, comme je dis, c'est un travail de performance. Si, tu as la volonté de faire 10 appels par jour, tu auras forcément des résultats. Si tu en fais un ou 2, tu auras moins de chances de trouver des clients. Donc ça c'est vraiment un travail de performance, d'investissement personnel, donc voilà, il y a un peu de tout, il y a tous les profils. Il y en a qui ont pris un peu plus de temps à commencer, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout commencé aussi. Donc, tu en as qui démarrent, mais sur d'autres produits qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu former. Parce que des fois, dans la formation, je donne aussi, hem, on va dire, des idées de business selon le profil adapté, parce que tout le monde n'a pas les mêmes origines, chaque pays n'a pas les mêmes, produits à fort potentiel d'exportation. Donc j'essaie d'adapter mes formations individuelles, je parle de mes formations individuelles, par rapport au profil de la personne que j'ai en face. Donc, tu en as qui se lancent dans les produits séchés, heu, j'ai une aussi qui s'est lancée dans l'exportation de produits bio et elle a commencé, elle aussi, elle a vendu son premier conteneur il y a 1-2 mois de cela. Donc, voilà, il y a vraiment tout à faire. Dans l'exportation, on peut aussi s'occuper de seulement la logistique. On peut se dire: «Ah, ce qui est intéressant, c'est peut-être la vente d'emballage aux exportateurs». Donc dans toute la chaîne, il y a quelque chose à faire et voilà. Et selon chaque profil, chacun peut trouver sa place, clairement dans cette activité-là. d'accord. Et pour reparler effectivement de ton ancien élève, finalement quand il a débuté, il a fait, un premier envoi d'un container ou il a fait une palette pour commencer, Non, un D'accord, conteneur, OK. Donc sa première commande, c'était déjà un container finalement? c'est ça, un conteneur, première commande. D'accord, super. OK. Donc un container, Ça ça représente 22 tonnes pour ceux qui ne savent pas ce que 22 tonnes. ça représente, D'accord. 21 760 kilogrammes, Mmh. arrondi à 22 tonnes. D'accord, super. OK. Et ça représente quoi en termes de tarifs, à peu près? 22 tonnes, on est dans les 16 000 à 17 000 € D'accord. et à la vente, on est dans les 22 000 €, 21 000 €, 20 20-21-22 000.
Donc on est à 4 000 5 000 € de marge pour la première exportation. Donc il a rentabilisé sa formation sur sa première commande. Ça, c'est Mmh. sûr en tout cas. D'accord, bah, écoute, je suis très satisfaite de cet échange. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Je te remercie déjà, pour ton temps, pour l'intérêt que tu portes pour cette activité-là, qui est vraiment, moi, c'est une activité que je le fais avec le cœur vraiment parce que, je trouve que c'est le futur, c'est l'avenir de l'Afrique. Le secteur primaire, l'agriculture, c'est aujourd'hui, c'est devenu très tendance, mais ça devrait pas être juste, on va dire passager, mais quelque chose qui va éveiller la jeunesse et pousser vraiment, toutes les personnes à se lancer, pas seulement les jeunes, même les personnes, âgés, les femmes, les hommes, voilà, vous avez toute votre place vraiment dans ce secteur et vous lancez quoi. C'est vraiment ça, ne pas hésiter. Vous n'êtes pas en retard dans ce business. C'est une activité, la filière où, ça a été, on va dire, organisé en tant que filière il y a seulement une vingtaine d'années, tout simplement. Donc c'est assez nouveau pour l'Afrique. Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire, quel que soit le pays d'origine en Afrique, c'est vraiment le moment de se lancer. Super, on te remercie pour tes encouragements et ton message d'espoir pour l'avenir. Je te souhaite une très bonne journée. Et toi également, merci beaucoup. Merci.